vous présente maintenant un organisme qui fait justement des solidarités probablement un des éléments essentiels de son action, en particulier avec les populations autochtones. Alors, sans plus tarder, dans la deuxième conférence inaugurale des solidarités dans la visibilisation des réalités autochtones, voici de l'organisme Wapikoni Mobile, sa responsable du développement des partenariats, Madame Cassandre Pérusse. Merci. Merci. J'aimerais débuter en guise d'introduction par un court-métrage. Donc, ensuite, je présenterai. I grew up in Rappa Lake, also known as Algonquin of Burial Lake. We grew up surrounded by alcohol and drugs. When I first did my drugs, I was 9 years old. Like I wanted to be cool, just like everybody else. I picked up alcohol when I was 14 years old. I grew older and it wasn't just fun at all anymore. I used to steal cars. I used to rob people in the streets. I almost took my brother's own life. I didn't even care about my life at the time. It was around that time that I really started to think about changing my life. I asked at the clinic, I want to go to the treatment center. So for everybody back home, if y'all are wondering how I'm doing out here, I'm doing very good, you know. Everything I learned here, I love it, and that's cool. So I'd like to give you a tour. This is where we eat. We have our, what do we have here? It was there that I learned that I wasn't alone. Right here is a Hall of Fame, I call it, because everybody's messages that were left here hanging. I went to Sweat Lodge. I learned how to make a hand drum in there. This is where the spot happens. This is what I'm working on, my medallion. This is it right here, my little corner space, my meditation area where I do. It was like the turning point for me. Her right there. This is where I sleep. I sleep right here. I sleep like this. Yeah, that's saucy. This is my dad's. I carry this all over where I go. So I took you guys a tour. They gave me help, gave me courage, made me strong. Sonny, you. Was the best choice that I ever made in my life. It was there that I found myself. Today, what I do is for my people, for my sons, for my daughter, for my mom, for my dad that's looking down in heaven. I know he would be happy for me. This is when I decided to do what I really wanted to do. Since I became sober, I went to 16 powwows. It was a pretty busy summer. Today I'm a traditional dancer. I dance for my Kokumus, my Somus. I dance for my people. I dance for those that can't dance, that are on a wheelchair.
I dance for my parents. I dance for my kids. I dance for the missing and murdered Indigenous women out there. And especially, I dance for myself. It's my medicine. It keeps me strong to be a sober person. When I dance in the power ground, I am free. I met so many great people along my trail, a lot of beautiful friends, and that's the sober life, the road to recovery. Tout d'abord, j'aimerais reconnaître qu'on se réunit ici en territoire traditionnel Mohawk. C'est important de se rappeler que Montréal a été depuis des millénaires un lieu de rencontre entre plusieurs nations, plusieurs peuples, et que, bon, aujourd'hui, c'est un territoire traditionnellement qui appartient aux Mohawks. Voilà, je me présente, Cassandre Pérusse, je suis en charge du développement des partenariats pour Wapikoni Mobile. Je remplace Manon Barbeau, qui est la directrice fondatrice, qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui parce qu'elle a été invitée en Chine avec une délégation canadienne, donc c'est une bonne excuse. Donc, je vais peut-être débuter parce que je pense qu'il y a pas mal d'étrangers dans la salle, par rappeler peut-être un peu le contexte historique très brièvement. Comme vous le savez, peut-être les peuples autochtones figurent parmi les populations les plus marginalisées au Québec, au Canada et peut-être dans le monde, en fait. Il y a le manque d'accès aux soins de santé, les conditions très pauvres de logement, l'impact de la loi sur les Indiens, par exemple. C'est tous des facteurs qui sont intrinsèquement liés aux problèmes qu'on voit aujourd'hui dans les communautés. Donc, je ne sais pas aussi si vous êtes au courant que pendant plus de 120 ans, le gouvernement fédéral a instauré un système de pensionnats autochtones vraiment terrible, donc qui a vraiment débuté officiellement en 1876 et le dernier a fermé en 1996, mais c'était vraiment plus actif jusque dans les années 70-80. Et c'était un système absolument terrible qui a causé un écart social terrible pendant plus de 100 ans. Donc, il y a 150 000 enfants qui ont été placés dans ces pensionnats. Donc, il y a eu beaucoup... en fait, les jeunes de 5 à 12 ans étaient pris de leur famille, donc non seulement de leur famille, puis c'était obligatoire, mais de leur communauté, donc loin de leur culture. Et ils étaient placés dans des pensionnats qui étaient souvent... qui étaient dirigés par des religieux. Et dans ces pensionnats-là, il y avait, bon, déjà les conditions de salubrité, c'était épouvantable. Et il y a eu beaucoup d'abus sexuels, physiques, psychologiques. Les jeunes n'avaient pas le droit de parler leur langue. On leur coupait leurs cheveux. Donc, c'est déjà une expérience très traumatisante parce que c'est un symbole de fierté. Donc, on coupait leurs cheveux. Les jeunes n'avaient pas le droit de solidarité entre eux, donc entre frères et sœurs, et ils ne pouvaient pas vraiment se parler dans leur langue. Ils n'avaient pas le droit de... Il n'y avait pas de compassion, donc c'était très, très rude. Et vous savez, dans les communautés, on appelait ça des kidnappings. Hein? C'était vraiment carrément des enlèvements parce que les communautés étaient vidées de leurs enfants. Donc, imaginez les parents, les grands-parents qui restaient et qui étaient un peu... qui étaient impuissants face à tout ça. Donc, ça a duré très, très longtemps. Il y a même le syndrome du pensionnat aujourd'hui qui s'apparente beaucoup aux troubles de stress post-traumatique. Et les ex-pensionnaires, on les appelle les survivants.
Et donc, aujourd'hui, on parle, bon, les gens de 30 ans, par exemple, c'est souvent les enfants. C'est les enfants des survivants. Donc, on voit beaucoup de problèmes aussi. Aujourd'hui, les taux de suicide sont extrêmement élevés dans le Nord, dans les communautés. Aussi, les taux de criminalité, de toxicomanie, d'éducation, etc. Donc, les répercussions sont énormes et on parle vraiment d'impact intergénérationnel. Et ça a duré, comme je disais, plus de 100 ans, donc ça a été systémique. Donc, on ne parle pas d'une famille, on parle de peuples entiers. Par contre, je ne veux pas décourager tout le monde. Il y a beaucoup de belles choses qui se passent dans les communautés, évidemment. On a beaucoup à apprendre des nations autochtones. Vraiment, on gagnerait beaucoup à avoir plus de dialogue donc, avec les communautés. Puis c'est un peu ce que nous, notre organisme, on essaie de faire. C'est de vraiment créer un pont entre les Autochtones et les non-Autochtones, mais d'abord de donner une voix aux jeunes Autochtones par la création, par la réalisation de courts-métrages comme celui que vous venez voir, mais aussi des œuvres de fiction. Puis, je veux juste finir aussi cette intro, si on veut, en disant que je pense qu'on note depuis 5 ans au Québec, en tout cas, puis au Canada, il y a vraiment un changement au niveau social qui se voit de la part des gouvernements, mais je crois que c'est vraiment grâce à des mouvements comme Idle No More, grâce à la commission Vérité-Réconciliation qui était justement pour entendre les témoignages des survivants des pensionnats. Donc oui, on a eu une commission Vérité-Réconciliation ici, comme il y a eu en Afrique du Sud. Donc je crois que c'est grâce à ce travail-là, des organismes comme le nôtre, qu'on arrive à avoir un changement, que les gens se rendent compte. Les gens n'étaient pas au courant. On n'apprenait pas ça à l'école, nous, qu'il y avait 11 nations au Québec, qu'il y a eu les pensionnats autochtones. C'est des choses que il faut savoir en fouillant. Donc là, on commence à le savoir un peu plus et je crois que la population est totalement, est tout aussi outrée et va manifester dans la rue avec les Autochtones et non contre. Donc, il y a un changement. Voilà. Je vais aller un petit peu plus rapidement. Donc, juste pour le nom, notre organisme, c'est Wapikoni Mobile. En fait, l'histoire, c'est que Manon Barbeau, donc notre directrice, c'est une cinéaste et elle écrivait un long métrage de fiction dans le début des années 2000 à Ouémontachi, qui est une communauté atikamekw, avec un groupe de jeunes atikamekw, dont Wapikoni Awashish, qui était en fait une jeune leader à l'époque. Donc, dans la communauté de Ouémontachi, il y avait beaucoup de suicides à l'époque. Et elle incarnait vraiment la santé, l'espoir. C'était vraiment une future chef, probablement, en devenir. Et malheureusement, à l'âge de 20 ans, elle est décédée sur la route menant à sa communauté, parce que c'est des routes qui sont très dangereuses. C'est des routes de draveurs ou de camions forestiers, si on veut. Et puis, sa voiture a percuté un camion qui était garé illégalement sur le bord de la route. Et donc, elle est décédée. Et Manon, au lieu, qui était bouleversée par cette mort injuste, a décidé de créer un lieu de rassemblement pour les jeunes et a nommé l'organisme en sa mémoire. Donc, ici, on voit le premier studio mobile. Donc, alors, c'est ça l'originalité aussi de notre approche, c'est que ce sont des studios mobiles comme des caravanes, si on veut, qui ont été complètement revampés avec des outils cinématographiques à la fine pointe de la technologie. Donc, ça, c'est le premier studio qu'on avait acheté usagé, qui avait été en Floride quelquefois. Et la salle de bain est devenue la cabine de son et on l'a carrément transformée. Donc, c'est une cofondation, c'est important de le mentionner. Donc, Manon Barbeau a fondé cet organisme avec le Conseil de la Nation Atikamekw et le Conseil des jeunes des Premières Nations du Québec et du Labrador. Donc, c'est une cofondation. Et voici notre studio plus récent aujourd'hui qui est magnifique et qui est muni de, salle de montage, etc. Donc, oui, c'est ça, c'est un espace rassembleur parce que, déjà, ça ne passe pas inaperçu dans des communautés de 1500 personnes quand on arrive avec un studio comme ça attire déjà les jeunes. Puis quand je dis jeunes, on travaille avec les 15 à 35 ans, mais on est non exclusif. Donc, évidemment, on encourage les jeunes à travailler avec leurs grands-parents, par exemple, ou s'ils ont des enfants, évidemment, ils sont bienvenus. Mais en général, c'est vraiment de 15 à 35 ans.
Donc, voilà. Donc, ça fait maintenant 13 ans que l'organisme existe et depuis, on a été dans 32 communautés au Canada, dont je crois 28 des 55 communautés autochtones au Québec. Donc, on parle de près de la moitié. Donc, on est allé pour la première fois l'année passée dans les communautés inuites parce qu'il n'y a pas de route, en fait, qui se rend là-bas. Donc, on a été, évidemment, sans le mobile. On a envoyé une équipe avec l'équipement là-bas. Mais sinon, 28 des 43, mettons, communautés des Premières Nations, donc qui excluent les Inuits, donc c'est énorme. Et on travaille aussi avec des communautés autochtones en Amérique du Sud, comme les Mapuches au Chili, les Kuna, les Embera au Panama, les Quechua, les Aymara en Bolivie, au Pérou. Et puis, ça permet de créer des rencontres intéressantes entre Autochtones parce qu'ils vivent des choses similaires. Évidemment, le perte du territoire, des langues, etc. Mais il y a des choses qui sont très spécifiques à chacune des communautés et puis ils apprennent beaucoup de ces échanges-là. Et donc, on a travaillé en profondeur avec 4300 participants à date. Je dis en profondeur parce que... je vais le dire je vais le dire maintenant, mais quand on arrive dans les communautés, déjà, on a une invitation officielle du Conseil de bande. On travaille en étroite collaboration avec les organismes locaux. C'est super important. On a toujours une lettre d'invitation officielle du Conseil de bande ou d'un représentant officiel. Et puis, la roulotte arrive pendant 1 mois. Voilà, donc ça dure 1 mois. Donc, on a vraiment l'occasion de travailler en profondeur avec les jeunes. On a travaillé avec 20 différentes nations et on a 920 courts-métrages réalisés. Donc, vous en avez vu un, on en a vraiment beaucoup. Et c'est des bijoux de films. C'est vraiment des excellents films. Et voilà, aussi des musiques et des prix. Voilà. On a mis 1 million de personnes sensibilisées, mais on fait plus de 200 événements comme celui-ci, 200 projections chaque année dans les festivals, mais aussi dans les colloques, les forums. Donc, je crois qu'on sensibilise beaucoup plus que ça. Puis, on a des courts-métrages diffusés à la télé aussi. Donc, ça, c'est juste une carte un peu d'où est-ce qu'on va, en fait. On se concentre plus au Québec, mais cette année, c'est différent. C'était notre développement au Canada. Donc, pour la première fois, la roulotte, on va, en fait, en ce moment dans 9 provinces et territoires, donc à l'extérieur du Québec. On était déjà allé en Ontario, au Manitoba, mais là, on va en Colombie-Britannique, en Alberta, Saskatchewan. Le Canada, c'est énorme, donc c'est un défi, mais c'est important pour nous justement d'aller rejoindre un maximum de jeunes et de créer des échanges aussi entre eux. Donc, durant les 4 semaines, comme je mentionnais, ça, c'est notre approche, c'est notre formule gagnante, si on veut. On a 2 cinéastes mentors ou 2 cinéastes professionnels qui travaillent avec les jeunes dans le processus de création. On a un coordonnateur autochtone issu de la communauté, un intervenant jeunesse aussi autochtone souvent, mais qui n'est pas forcément issu de la communauté. C'est en fait... Il faut rappeler qu'il y a des services, il y a un centre souvent de services sociaux, de santé dans les communautés, mais les intervenants sont souvent surchargés. Donc, quand la roulotte arrive dans la communauté, ça donne un répit à ces intervenants-là. Donc, c'est bienvenu. Et une force aussi, c'est que l'intervenant jeunesse ne vient pas forcément de la communauté. Et ça, c'est bien parce que les participants nous ont dit souvent que, vous savez, quand c'est des petites communautés, si c'est votre oncle ou votre tante ou quelqu'un de votre famille qui travaille, qui est intervenant, les gens ne sont pas forcément à l'aise d'aller se confier. Donc, le fait que ça soit quelqu'un de l'extérieur, c'est en fait quelque chose qui est apprécié. Puis, assistant formateur autochtone, on prend un participant qui est très avancé ou qui est plus avancé en cinéma, qui a un intérêt là-dedans, et c'est souvent comme un premier contrat, un premier emploi pour lui. Et on travaille avec à peu près 25 participants qui réalisent 4 à 8 courts-métrages. Puis voilà, puis des œuvres musicales aussi. On a beaucoup de musique aussi extraordinaire, de tout genre. Donc, ça, c'est les étapes de création. Il y a la scénarisation qui se passe dans la roulotte. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de femmes sur cette photo. Puis au départ, en fait, le projet
rejoignait plus les jeunes hommes, et je crois que c'était 25 ou 30 d'hommes, de femmes, je veux dire, et c'est important d'être conscient de ça, et il y a eu des efforts qui ont été faits pour aller rejoindre les femmes, et puis maintenant, on est à 50-50 %. Donc, alors, voilà le tournage, ça c'est les équipements. Ça aussi, c'est intéressant, alors, on voit des aînés, en fait, c'est le petit-fils qui est en train de filmer ses grands-parents qui sont en train, en fait, de plumer des éders, qui est une sorte de canard, si on veut. Au début, ils étaient réticents à ce qu'on les filme, parce qu'il y a toujours la peur de voler un peu les savoirs ancestraux. Et finalement, comme il y a un lien de confiance qui se crée, évidemment, avec les gens du Wapikoni, et comme c'était le petit-fils qui filmait, les grands-parents étaient très contents. Au contraire, dans le film, ils le disent, ils disent « Je suis content parce que vous n'avez pas pu rencontrer vos ancêtres, et moi, je suis en train de vous montrer ce savoir-là, et vous allez pouvoir le garder. » Puis en même temps, ils disent « Vous allez pouvoir montrer au gouvernement à quel point je suis respectueux de la nature parce qu'il récupère tout l'animal. » Donc, il y a aussi une valeur patrimoniale aussi au film, parce que un tiers des films, en fait, sont réalisés en langue autochtone et sont sous-titrés en français et en anglais. Donc, c'est quand même une bibliothèque très, très importante. Donc, voilà, d'autres images, enregistrement musical. Donc, on a vraiment des équipements à la fine pointe. Montage. Ça, c'est Chanook. Maintenant, il travaille en audiovisuel à La Tuque, qui est la ville la plus proche de sa communauté. Donc, il y a beaucoup de jeunes, après ça, qui ont continué en audiovisuel. Et puis, à la fin de chaque atelier, donc d'atelier d'un mois, les jeunes présentent leurs films à toute la communauté. Et ça, c'est vraiment un moment super, parce que déjà, les jeunes n'ont pas forcément tant d'occasions de s'exprimer devant les adultes, devant des rassemblements. Donc, c'est vraiment à eux. Et souvent, le chef est présent. Vient dire un mot pour encourager les jeunes. Donc, c'est vraiment un moment fort de fierté individuelle, mais aussi collectif. Et puis voilà, fait qu'ils présentent leurs films qu'ils ont fait eux-mêmes. C'est des projets de A à Z, c'est leur idée originale. Et ils sont fiers parce que quand on réalise un projet comme ça, du début à la fin, puis qu'on le présente sur écran, c'est quelque chose. Puis on leur remet aussi un certificat de reconnaissance. Parce qu'il y a aussi l'aspect, vous savez, la mission du projet, c'est vraiment de donner une voix aux jeunes par la création audiovisuelle, et aussi de faire entendre leur voix, de briser leur isolement par la diffusion de leurs œuvres au Canada et partout dans le monde. Donc, l'aspect d'aller le pont vers l'autre est vraiment important. On en parlait, Mme Blais en parlait, c'est important que les gens soient sensibilisés à ce que les jeunes marginalisés vivent. Donc, il y a une partie de notre travail qui est évidemment de l'intervention en communauté avec les jeunes qui sont à risque. Ils sont tous à risque. C'est sûr que nous, on travaille avec une clientèle mixte. C'est sûr qu'il y a des jeunes qui ont des idées suicidaires, d'autres qui ont peut-être des problèmes de toxicomanie, d'autres qui vont très bien. Et ça fait aussi la force de notre organisme, c'est de travailler avec une clientèle qui est mixte. Puis aussi avec l'approche holistique. On a une approche holistique, c'est très important. Une approche qui est préconisée par les Premières Nations, c'est de considérer l'individu comme un tout indissociable de sa culture, de son environnement. Et ça, c'est super important. Donc, c'est important d'avoir un environnement qui est culturellement approprié et sécuritaire pour les jeunes. Donc, on a plusieurs, évidemment, objectifs, plusieurs impacts. Évidemment, le processus de création, c'est très... les jeunes développent leurs compétences sociales, leurs compétences socio-professionnelles. Ils travaillent en équipe. Il y a la communication orale, la communication écrite. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment de leur redonner confiance, de leur redonner l'estime de soi, qui est vraiment à la base de toute réussite. Donc, voilà. Et puis, après la projection en communauté, le point fort de l'année, c'est notre lancement annuel, qui est notre projection annuelle des meilleurs courts-métrages de l'année. Donc, on a à peu près 80 courts-métrages qui sont faits par année. Et c'est à Montréal.
L'année passée, c'était au Cinéma Impérial, qui est une salle mythique de cinéma. Il y avait 500 personnes. Il y avait des ministres, il y avait le chef de l'Assemblée des Premières Nations. Donc, c'est vraiment aussi une forme de reconnaissance. Et on est vraiment réjouis de voir qu'il y a un certain engouement maintenant pour les films et pour le travail des jeunes. Donc, sinon, on fait aussi beaucoup d'ateliers de sensibilisation en réalité autochtone. Donc, comme je disais, on a 920 films. On a des films qui traitent des pensionnats autochtones, des films qui traitent sur l'environnement, des films sur la langue, des films de toutes sortes. Donc, on réalise des ateliers dans les écoles. C'est super important de sensibiliser les jeunes publics dans les écoles secondaires, justement, vu qu'ils n'apprennent pas à l'école. Donc, on a un intervenant autochtone, un cinéaste autochtone qui vient présenter les films. Et voilà, on fait des échanges à l'international. Je n'irai pas dans les détails. On offre aussi des opportunités en dehors des ateliers. Donc, on a, par exemple, une formation avancée en montage qu'on a développée avec l'UQAM, justement, qui se déroule à l'été pendant 2 semaines pour 8 jeunes. Donc, on fait aussi des jumelages. On a des contrats. On offre des services en fait, corporatif, donc de captation d'images pour les entreprises ou les organismes autochtones. Donc, on jumelle un jeune cinéaste apprenti avec un professionnel pour justement lui donner des contrats. Donc, ça, c'est des images en haut à gauche, c'est avec les Samis, non, en Finlande. Voilà, je vais aller rapidement parce que je n'ai plus beaucoup de temps. C'est juste pour vous montrer quelques images. On a beaucoup de partenaires. On travaille avec Oxfam Québec, entre autres, en Bolivie et au Pérou, et avec les communautés locales. Ça, c'est au Chili, au Panama. Au Panama, on travaille avec McGill, avec l'Université McGill. Donc, comme je disais plus tôt, on diffuse les films dans plus de 200 événements comme celui-ci, et ça, c'est vraiment important. Je crois que le Webconnie a vraiment contribué à changer les perceptions des Québécois envers les Autochtones. Et ça, c'est vraiment essentiel. Si on veut changer les choses, c'est important de sensibiliser le grand public à leur lutte, en fait. Ça, c'est juste un exemple de ce qu'on fait cette année. On devient un organisme pan-canadien, donc on a une nouvelle caravane qui se consacre uniquement à la diffusion des films et non à la création. Donc, qui est partie d'ouest en est avec 2 projectionnistes et chauffeurs. Et on présente les films dans 100 communautés autochtones, donc les communautés d'abord, et dans 50 villes au Canada. Et on a aussi, en ce moment, ça se peut que vous en voyez dans les parcs de Montréal. En ce moment, on a un partenariat avec le 375e. On a les vélos Paradiso. Donc, c'est la même chose. C'est des triporteurs qui sont munis d'équipements de projection pour présenter les films dans l'espace public. Des histoires de succès, il y en a tellement. Mais bon, Samian, par exemple, c'est notre porte-parole en haut à gauche. Il y en a peut-être qui le connaissent. C'est un rappeur Anishinaabe, un chanteur-musicien Anishinaabe, qui a fait ses premiers vidéoclips dans la roulotte. Et aujourd'hui, bon, il a gagné plein de prix. Il est acteur, il est photographe. Mais il a vraiment, il l'a dit lui-même, là, je le cite en disant que le Wapikoni a changé sa vie, puis a sauvé sa vie, en fait, parce que lui, il vendait de la drogue dans sa communauté quand on est arrivé. Donc, Mélissa Molène-Dupuis, c'est notre présidente. Elle vient d'avoir le plus prestigieux prix d'Amnesty International il y a 2 semaines. Donc, voilà, c'est toutes des histoires personnelles fort intéressantes. Raymond Kaplan qui était dans son sous-sol quand on est arrivé avec la roulotte, et son père, c'est un électricien. Et il fallait brancher la roulotte en arrivant dans la communauté. Son père était inquiet de son fils. Il disait « Ah, venez nous voir, venez voir mon fils, venez l'aider, il est dans le sous-sol, il parle à personne. » Et puis, il faisait des dessins extraordinaires. Donc, on l'a invité à venir dans la roulotte, à faire un film d'animation. Il a été invité par Les Gobelins en France, qui est une école très prestigieuse d'animation, tout frais payé, parce qu'ils ont vu le premier film qu'il a fait avec le Wapikoni. Ils ont été tellement impressionnés qu'ils l'ont invité. Il n'a pas terminé son secondaire. Et là, il va finir l'Université Concordia en cinéma. Donc, c'est aussi des opportunités comme ça pour les jeunes. Donc, Fred Chizo, qui était dans la rue avant, puis maintenant, c'est un de nos
projectionniste du Vélo Paradiso. On a plein d'histoires, on fait plein de choses. On travaille beaucoup avec l'ONU, avec l'UNESCO, avec l'instance permanente sur les questions autochtones. Donc, on a des opportunités pour les jeunes aussi d'aller s'exprimer à l'international. Et puis voilà, il y a tellement de choses à dire. Je n'ai même pas parlé des facteurs de protection sur lesquels on travaille en communauté, mais bon, vous allez tout voir ça sur le site web. J'ai oublié de dire aussi que notre force de notre approche, c'est que nos équipes sur le terrain, donc les animateurs, sont mixtes. C'est 50 autochtones, 50 non autochtones. Et ça aussi, ça fait la force, je pense, du Wapikoni, cette richesse-là, parce que c'est difficile à trouver, en fait, des cinéastes professionnels autochtones. Il n'y en a pas tant que ça, mais on les recrute tous, d'ailleurs. Mais donc ça fait la force aussi du Wapikoni. Puis en ce moment, au Canada, le mot réconciliation est c'est à la mode, hein? Tout le monde, vous entendrez tout le monde parler du mot réconciliation, et alors que nous, ça fait 13 ans qu'on fait ça, la réconciliation entre les peuples, par justement la création commune de projets artistiques. Donc, je crois que c'est une manière très intéressante, hein, de créer des liens avec l'autre. C'est vraiment en travaillant sur des projets de création commun. Et attendez, je ne veux juste pas rien oublier. Donc, juste un petit mot sur nos partenaires. En fait, un de nos partenaires principaux, c'est Santé Canada en prévention suicide et toxicomanie auprès des jeunes. Donc, on est vraiment formellement reconnu comme un projet d'intervention et de prévention jeunesse. On travaille aussi, on a une reconnaissance du docteur Laurence Kermayer, qui est comme une sommité en santé mentale au Québec, au Canada. Sécurité publique Québec aussi en prévention criminalité, toxicomanie. On travaille aussi avec l'Assemblée des Premières Nations du Canada. On est reconnu comme organisme de santé, de bien-être mental, et on a eu le prix Droits et libertés de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec en 2011. Et le prix, on a été nommé pour le prix de l'innovation interculturelle de l'Alliance des civilisations des Nations unies en 2012. Et puis voilà, donc juste pour finir, donc c'est vraiment un projet de médiation, de création de ponts. Et pour dire aussi qu'on a une évaluation d'impact, on travaille avec une criminologue, de Juliette Jarvis de l'Université de Montréal, pour vraiment évaluer l'impact du Wapikoni sur justement le bien-être des jeunes, sur les idées noires, etc. Donc, il y a vraiment un réel travail qui est derrière. C'est quelque chose qui est très difficile, je pense, pour les organismes de recenser les résultats. C'est vraiment pas évident, mais on a la chance de travailler avec une spécialiste, donc, qui nous a beaucoup aidé à démontrer les impacts du Wapikoni. Et je vous invite à aller voir sur notre site web et sur notre page Facebook. Sur notre site web, on a presque tous les films, ils sont accessibles. Donc, c'est vraiment important aussi pour nous d'être accessibles à tous. Alors, vous pouvez aller voir les films. Et puis voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Une autre manière de voir la recomposition par la réconciliation au niveau des solidarités. Peut-être une question, une intervention. Oui, monsieur, vous vous présentez ou vous représentez? Voilà, merci. Francis Lozère de la Haute École de Travail Social à Genève. Merci pour cette conférence tout à fait passionnante et de ce projet magnifique, hein. La médiation artistique, évidemment, ça permet beaucoup de choses, hein, dans les rencontres, et la construction, comme vous disiez, identitaire, hein, le développement des ressources. On voit, puisque certains arrivent même à devenir des professionnels du cinéma. Pour moi, la question de cette réconciliation, enfin, par rapport à ce projet, la question qui me venait, peut-être, c'est une question très européenne, hein, c'est de dire, mais finalement, vous avez vraiment donné la voix et la visibilité au peuple autochtone, hein, du Canada, mais comment se joue maintenant, si vous voulez, un petit peu l'interface ou l'interaction avec le Canada, enfin la société civile en général? Est-ce qu'il y a des projets, par exemple, mixtes, où vraiment vous avez travaillé avec des jeunes, peut-être en marge aussi, à Montréal ou ailleurs, avec finalement des jeunes des communautés? Voilà.
Ça, c'était une des premières questions. Puis l'autre question, c'était ces films, cette bibliothèque, qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce qu'à un moment donné, elle tourne plus loin, de manière plus générale? Enfin, là, c'est surtout entre public autochtone, mais est-ce que ça va diffuser plus largement? Je ne sais pas, je pense à Cannes ou ailleurs. Hein. Voilà. Merci. Je vais commencer par répondre à la première question. Donc, en fait, c'est sûr que notre fondation, notre mission première, c'est vraiment de travailler auprès des jeunes autochtones. Donc, on ne peut pas trop s'éloigner de cette composante-là. Donc, la cofondation, elle est autochtone, hein, du Conseil de la Nation Atikamekw et du Conseil des jeunes des Premières Nations du Québec et du Labrador. Donc, par contre, comme je disais, nos équipes, on travaille avec des équipes mixtes et forcément, on fait beaucoup de présentations devant des publics non autochtones. Notre lancement annuel à Montréal, devant 500 personnes, la plupart, je crois, qui sont non autochtones. Et on a eu des films au marché du film à Cannes aussi. Donc, oui. Puis on a eu un premier film qui a été choisi au Festival de Sundance cette année, qui s'appelle My Father's Tools, qui est un superbe film muet, en fait, où on voit un monsieur en train de fabriquer des palmiers traditionnels Mi'kmaq. Donc, on travaille, on a comme le pied dans le milieu cinématographique et le pied dans le milieu communautaire et le milieu autochtone. Alors, c'est très drôle de jongler un peu avec les deux parce que c'est pas le même rythme, mais on travaille beaucoup avec des publics non autochtones, comme je disais avant. La question de l'archivage est une question très pertinente. On est en train de regarder, en fait, qu'est-ce qu'on fait, une manière d'archiver tout ce savoir, hein, toute cette bibliothèque, cette riche bibliothèque. On a travaillé, en fait, on travaille avec l'Office national du film du Canada, qui est comme un pionnier, une référence au Canada en termes de court-métrage, pas juste court-métrage, de films documentaires. Ils ont travaillé, c'était une des premières institutions à travailler avec les Autochtones. On parle dans les années 30, là, même avant ça. Donc, c'est un partenaire du Wapikoni. Donc, je crois qu'on va regarder avec eux. Mais sinon, bon, nous, on a tous les backups physiques digitaux, là, si on veut. Donc, on regarde à ça, mais écoutez, on est en train de faire un coffret qui va sortir bientôt sur 5 thématiques. On travaille beaucoup avec les musées, les institutions. Donc, coffret thématique sur, bon, il y en a un qui c'est sur vérité et réconciliation. On n'a pas parlé beaucoup des femmes autochtones disparues ou assassinées, mais c'est aussi un autre thème qui est important. Il y a une enquête nationale qui vient tout juste de débuter très lentement. Donc, c'est à suivre parce qu'en fait, il y a une surreprésentation. En fait, les femmes autochtones voilà, et les jeunes filles, c'est ça, sont disparues, assassinées. Et, il n'y a pas beaucoup d'enquêtes policières qui sont faites derrière. Donc, c'est un problème. Mais bon, donc, c'est ça. On fait aussi, comme je disais, on travaille avec Radio-Canada aussi en ce moment pour présenter les films à la télévision, avec APTN aussi, qui est la chaîne autochtone, mais qui est diffusée partout au Canada. Dans les salles parce que Manon est une cinéaste assez connue au Québec, donc, et sa fille aussi, Anaïs Barbeau-Lavalette, qui a aussi écrit un livre, et aussi cinéaste. Donc, souvent, on essaie de pairer des longs métrages avec des courts métrages du Wapikoni dans les salles pour justement rejoindre le grand public. Donc, on en a quand même pas mal d'initiatives. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. C'était un peu dans tous les sens. Ouais. Voilà. Mais il faut retenir la réflexion qu'en est le monsieur qui vient de parler, à savoir que est-ce que l'ensemble de la société civile a pris en charge cette espèce de solidarité-là? On la voit, il faut se réconcilier. On en parle dans le cadre du 375e de Montréal, du 150e du Canada, mais il y a encore beaucoup d'enjeux de cette... Et il y a beau avoir des commissions de réconciliation, des enquêtes spécifiques, mais il y a beaucoup de rapprochements, beaucoup de travail à faire encore pour recomposer cette solidarité-là entre les différents acteurs qui composent notre territoire. Oui, juste revenir un peu là-dessus. C'est ça, comme je disais, qu'on voit un changement, je dirais, depuis 5 ans.
Je pense que c'est justement I Don't Know More, comme je disais, la Commission Vérité et Réconciliation. Je vous invite à aller lire le rapport ou le résumé du rapport parce que ça fait, je crois, 600 pages. C'est une brique, mais c'est une mine d'or et c'est absolument... je crois que ça a surpris vraiment les gens à quel point c'était terrible et à quel point c'était systémique. Et ça a choqué beaucoup de gens. Et le rapport a été déposé en décembre 2015, je crois. Mais ça, parmi d'autres choses, je crois que la population est en train de se réveiller. On vit ça en ce moment-là au Québec. Je pense que dans le reste du Canada, ils sont peut-être, si j'ose dire, des fois un peu plus avancés en termes de respect, de reconnaissance des peuples autochtones parce qu'ils sont plus présents. Démographiquement, il y a plus d'Autochtones. À Winnipeg, par exemple, on parle il y a quand même plein de racisme, mais 15% de la population est autochtone. Donc, on peut pas ne pas... Quand on sait tout ça, on peut pas ne pas agir. On peut pas rester indifférent face à ça. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup. Merci. Bonne chance pour la suite.